Un policier s'est moqué d'un adolescent noir alors qu'il témoignait à la barre, mais a été réduit au silence par la surprise lorsque l'adolescent a exhibé son badge de stagiaire de la CIA. La suite vous laissera sans voix. La salle d'audience était lourde, comme si l'air lui-même retenait son souffle. La poussière flottait paresseusement dans les rayons de soleil qui filtraient à travers les hautes fenêtres, s'accrochant au bord des bancs en bois usé où les spectateurs étaient assis, figés dans l'attente. L'odeur du chêne poli se mêlait à la légère odeur de vieux papier et à l'arôme persistant du café du bureau du greffier. À la table de la défense, l'agent Reddick était adossé à sa chaise, le grincement de ses gonds résonnant dans la salle. Il arborait un léger sourire narquois, celui destiné à piquer et à provoquer, et son regard se fixa sur le jeune homme assis à la barre des témoins. D'une voix suffisamment forte pour que la galerie l'entende, il laissa ses mots couler comme de l'huile sur l'eau, se moquant qu'un enfant comme lui ne survive pas une journée dans le monde réel. La remarque traversa la salle comme une gifle, et pendant un bref instant, le silence fut rompu par quelques rires discrets venant du fond. Leur rire était faible mais délibéré, le genre de rire qui indiquait à Malik combien de personnes s'attendaient à ce qu'il fléchisse sous le poids de l'humiliation. Sa mâchoire se crispa, ses muscles se contractèrent dans une défiance maîtrisée, et son regard resta fixé sur Reddick. Il sentait son pouls battre à ses oreilles, la chaleur monter sous son col. Ses mains ne tremblèrent pas, seulement le tremblement d'un jeune homme retenant chaque réponse cinglante que son esprit voulait lui donner. La confiance de Reddick était celle née d'années passées à savoir que le système penchait en sa faveur. Il était confortablement assis, les bras enroulés autour de sa chaise, la même posture que Malik se rappelait de la nuit et qui brûlait encore dans sa mémoire. Le même sourire en coin, le même air dédaigneux. Malik repensa au métal froid du capot de la voiture de patrouille pressant sa joue, au poids de l'avant-bras de Reddick dans son dos et au rire moqueur qui avait suivi chaque ordre de rester immobile. Même maintenant, des semaines plus tard, les bleus s'estompèrent sur ses côtes, se teintant de jaune et de vert, mais la douleur d'être réduit à néant à cet instant ne s'était pas atténuée. Le juge, assis en hauteur dans sa robe sombre, observait l'échange avec un détachement presque pire qu'une hostilité manifeste. Son regard passa de l'agent au témoin, et lorsque l'insulte de Reddick résonna dans la salle, il ne leva même pas son marteau. On prit cela pour une plaisanterie, quelque chose qui n'intéressait pas le tribunal, une permission tacite donnée à l'agent de continuer à insister. Ce silence ne fit que renforcer la détermination de Malik. À côté de lui, à la table des plaignants, son avocat Carter était assis, immobile, les contours de son expression indéchiffrables pour quiconque ne le connaissait pas bien. Carter avait ce calme qui déstabilisait ses adversaires. Rien ne manquait à ses yeux sombres, et le moindre signe de tête en direction de Malik suffisait. Malik comprenait. Le temps de rester immobile était révolu. Chaque mouvement qu'il faisait était délibéré. Il se redressa sur la chaise de témoin, le bruit de sa veste frôlant l'accoudoir. Un murmure discret dans le silence. Sa main plongea dans la poche intérieure, et, l'espace d'un instant, la galerie se pencha en avant, curieuse. Puis vint l'éclat métallique, subtil d'abord, puis prenant toute sa dimension au soleil, lorsqu'il déposa le petit badge à la barre devant lui. Les lettres gravées brillaient sous les plafonniers de la salle d'audience. Il le tourna juste assez pour que Reddick le voie, une invitation silencieuse à lire chaque mot, d'un ton égal et maîtrisé, juste assez pour être entendu de tous les côtés. Malik expliqua qu'il était stagiaire à la CIA, point besoin d'enjolivure, pas de fioritures. Les mots seuls avaient une gravité qui changea l'atmosphère en un instant. Le murmure partit des premiers rangs et se propagea comme une vague, voix basse de surprise, tête tournée, yeux écarquillés. Même le juge haussa légèrement les sourcils, première fissure dans son attitude impassible. Mais c'était la réaction de Reddick que Malik attendait. Son sourire narquois s'estompa encore, puis disparut complètement. Sa posture changea presque imperceptiblement,
Ses épaules se cambrèrent, son regard se détourna un bref instant avant de revenir vers Malik, mais sans la même assurance qu'auparavant. Malik ne s'autorisa pas la satisfaction d'un sourire. Il voulait que Reddick s'assoie avec la soudaine certitude qu'il ne s'agissait pas d'un enfant effrayé qu'on malmène, ni de quelqu'un sans alliés ni ressources. Il voulait qu'il ressente le silence, pesant et ininterrompu, tandis que la réalité s'installait. Autour d'eux, la cour tremblait avec inquiétude, sentant le sol se dérober sous leurs pieds, même si la plupart ne comprenaient pas encore jusqu'où les secousses allaient se propager. L'insigne reposait sur le bois poli entre eux comme un défi, un fait unique et indéniable dans une salle qui avait été si disposée à laisser la vérité se déformer. Le regard de Malik ne vacilla pas. Il savait que ce n'était que le premier pas, mais Reddick ne l'oublierait jamais. Le murmure des murmures dans la salle d'audience ne s'était pas encore calmé lorsque les pensées de Malik commencèrent à le tirer en arrière, loin de l'air étouffant du bois poli et des murmures étouffés, vers la nuit où tout avait commencé. C'était une de ces soirées froides et humides où la pluie semblait transpercer les vêtements, même serrés. Les lampadaires se brouillaient en halos jaunes brumeux sous l'averse, et la route devant lui brillait comme du verre noir sous les pneus de sa vieille berline. Malik rentrait chez lui après une séance d'études tardives, l'esprit encore occupé par ses notes et ses échéances, lorsque des lumières rouges et bleues se mirent à briller dans son rétroviseur. La sirène n'était qu'un bref bip, mais suffisant pour lui creuser la poitrine. Il avait fait exactement ce qu'on lui avait appris, s'être garé lentement, avoir baissé les vitres, avoir gardé les deux mains sur le volant, bien en vue. Sa voix était posée lorsqu'il salua l'agent, mais la silhouette qui s'avança dans la lueur de ses feux arrière n'était pas intéressée par des échanges calmes. Le regard de Reddick avait cette précision perçante qui ne reflétait pas la prudence, mais la domination. Il affirma que Malik correspondait à une description, mais aucun détail ne suivit. Avant que Malik puisse assimiler ces paroles, la main de Reddick se posa sur son bras, le tirant sous la pluie. La poussée contre le capot fit vibrer la tôle et envoya une décharge glaciale dans ses avant-bras. Sa joue se pressa contre la surface glissante, les gouttes de pluie glissant sur son visage jusqu'à se mêler à la chaleur de son souffle. La voix de l'agent était proche de son oreille, suffisamment basse pour qu'aucun automobiliste ne l'entende, se moquant de lui avec une pointe d'amusement, comme si l'interpellation relevait plus du jeu que du devoir. Dans les jours qui suivirent, Malik apprit que son expérience n'était pas rare. Carter avait été prudent avec les informations, les laissant arriver fragmentairement pour que Malik ne se noie pas trop vite dans la colère. Rapports, plaintes et enregistrements de caméras corporelles, la plupart classés comme clos ou rejetés, montraient le même schéma. Reddick avait l'habitude d'interpeller des jeunes hommes correspondant à des descriptions vagues, presque insignifiantes, et le plus souvent, il repartait avec des bleus, des contraventions ou les deux. Mais les traces écrites ne s'arrêtaient pas à Reddick. Lorsque l'oncle de Malik, un colonel à la retraite dont la prestance pouvait encore remettre les pendules à l'heure, eut vent de l'histoire, il insista pour déposer une plainte officielle. Malik pensait que cela suffirait à déclencher des changements. Au lieu de cela, la plainte disparut sous ce que le ministère appelait un contrôle procédural. Des mois passèrent sans un mot. Lorsque son oncle insista pour obtenir des réponses, il se heurta à un mur de phrases comme « cause insuffisante » et « évaluation en cours ». C'est Carter qui expliqua pourquoi. Autour d'un café, dans un restaurant tranquille, loin des oreilles indiscrètes, il décrivit le réseau de connexion comme une carte. Le père de Reddick n'était pas seulement un officier à la retraite. C'était un vieil ami du commissaire de police actuel, un homme dont l'influence dépassait les limites de la police. Le commissaire lui-même était empêtré dans des faveurs dues à un sénateur d'État qui présidait la commission de la sécurité publique, un homme ayant le pouvoir d'enterrer les enquêtes avant même qu'elles ne commencent. C'était un bouclier invisible, un filet d'influence suffisamment serré pour maintenir le dossier de Reddick intouchable. Pour quiconque n'appartenant pas à ce cercle, cela aurait été perçu comme un coup de chance ou une coïncidence. Pour Malik, c'était la preuve que la justice n'était pas aveugle, mais sélective.
Le souvenir était plus brûlant encore lorsqu'il repensait aux mois qui avaient suivi. Si la plainte n'avait abouti à rien, il avait progressé dans une autre partie de sa vie, son stage à la CIA, qui n'était pas encore prestigieux, principalement à suivre des analystes et à apprendre le rythme du travail classifié, mais même aux échelons inférieurs. La formation était différente de tout ce qu'il avait connu. On lui avait appris à lire le moindre éclair d'expression dans le regard de quelqu'un, et observer les changements de respiration lorsqu'il mentait, à dissimuler ses propres réactions, même lorsque la colère le rongeait. Il ne s'agissait pas de faire semblant, mais de se contrôler, de faire de chaque mot, de chaque mouvement, un choix plutôt qu'un réflexe. Ce matin-là, au tribunal, ces leçons lui avaient permis de soutenir le regard de Reddick sans sourciller. C'est grâce à elle qu'il avait proposé son badge à la barre sans un tremblement dans la voix, qu'il avait pour laisser le silence s'éternisser jusqu'à ce que l'agent commence à se retourner contre lui. Mais Malik savait qu'il ne fallait pas croire que le badge à lui seul démantèlerait la forteresse qui entourait Reddick. Une seule révélation pouvait ébranler la confiance, mais pour renverser complètement la structure, il lui faudrait quelque chose de plus lourd. Un coup porte non seulement à Reddick, mais aussi à ceux qui l'avaient protégé toutes ces années. Assis sous le regard du tribunal, son badge luisant faiblement dans la lumière, Malik sentit le changement s'amorcer, non pas dans la salle, mais dans la chronologie de son propre plan. Des courants circulaient sous la surface, des fils d'informations et d'influence qu'il avait discrètement accumulés. Ce dont il avait le plus besoin était d'une ouverture, d'une fissure dans le mur où il pourrait enfoncer le clou. Et quelque part dans la foule, invisible mais inévitable, cette opportunité s'effraya déjà un chemin vers lui, se rapprochant à chaque instant. Cette opportunité allait arriver plus tôt que quiconque ne l'aurait cru. Le changement dans la salle d'audience commença si subtilement que la plupart des spectateurs ne le remarqueront même pas. Le regard de Malik, cependant, le capta immédiatement. Une grande silhouette franchissant discrètement la porte de derrière, avançant avec cette assurance tranquille qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Ses cheveux argentés mirant un instant la lumière du plafond avant qu'il ne s'installe au dernier rang. Le costume anthracite repasse avec précision, la cravate d'un bleu marine discret. Malik reconnut immédiatement ses visages, même s'il ne s'attendait pas à le voir ici, le directeur adjoint Hayes, l'un des plus hauts responsables de la CIA, son superviseur de stage, et un homme dont la seule présence pouvait faire se redresser même les professionnels chevrons. Le fait qu'il soit entre sens un mot indisait long. Hayes ne regarda pas Malik immédiatement. Au lieu de cela, il fouilla dans sa serviette, en sortit un épais dossier en papier craft-squelette s'engagea dans l'allée du pas-lent, et mesure de quelqu'un qui comprenait l'importance du timing. Le parquet s'y recraqua légèrement sous son poids tandis que tous les regards se tournaient vers lui. Sans même une présentation, il remit le dossier dans les mains de Carter, puis s'assit dans la galerie, croisant une jambe sur l'autre avec un calme absolu. Malik percute le léger mouvement de tête de Hayes dans sa direction, une forme de réconfort silencieux. Mais il ne dura qu'une seconde avant que le homme ne reporte son attention sur le débat. Carter brisa le score avec précaution, comme conscient que chacun de ses mouvements était observé. Ses sourcils se froncèrent presque aussitôt, et le calme de ses épaules se transforma en une expression plus marquée. Malik voyait le regard de Carter parcourir les pages, chaque ligne crispant la courbe de sa mâchoire. Les pages intérieures étaient couvertes de barres noires cernées, mais ce qui restait visible suffisait à faire trembler la pièce. Il ne s'agissait pas de simples notes internes ou de rapports départementaux. Il s'agissait de documents classifiés autorisés à être diffusés sélectivement, détaillant une enquête en cours sur l'agent Reddick, pas pour usage excessif de la force, pas pour profilage racial, mais pour avoir vendu des informations sensibles à un chef de gang connu en échange d'argent. Dates, lieux et montants étaient soigneusement dactylographisés dans les marges, tous plus accablants les uns que les autres. Lorsque Carter se leva et demanda à soumettre les preuves pour examen, la réaction fut immédiate. Le juge, qui avait siégé pendant la majeure partie du procès dans une posture d'autorité détachée, se redressa sur sa chaise.
Son regard se fit plus percant, son masque d'indifférence s'effaçant tandis qu'il se penchait pour saisir les paroles de Carter. L'avocat de Reddick tourna brusquement la tête vers son client, murmurant furieusement. Malik ne bougea pas. Il garda une posture stable, laissant la scène se dérouler sans l'ombre d'un tressaillement de triomphe. Dans ce silence, il sentit le poids du changement. La certitude suffisante qui avait envahi la salle plus tôt était désormais brisée. Même les spectateurs, qui semblaient amusés par les moqueries de Reddick, se penchaient en avant, les yeux plissés, leur curiosité se muant en suspicion. Les documents étaient remis au juge, qui les parcourut rapidement avant de les poser d'un coup sec sur le banc. La réaction en chaîne avait commencé. Malik le voyait à la façon dont le regard de Reddick se dirigeait sans cesse vers la sortie, à la façon dont le murmure de son avocat s'était transformé en un sifflement de panique. Hayes, assis comme une pierre dans la galerie, observait avec une immobilité presque chirurgicale. Son regard croisa enfin celui de Malik, et dans ce regard se lisait quelque chose de non dit mais de certain. Le piège avait été tendu bien avant aujourd'hui. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était de l'exécution. L'espace d'un instant, Malik repensa à sa première rencontre avec Hayes à l'Anglais. L'homme avait très peu parlé lors de cette rencontre, mais une phrase lui était restée en tête. Le pouvoir ne résidait pas seulement dans ce que l'on savait, mais aussi dans le moment et le lieu où l'on le révélait. Observant la salle d'audience, Malik comprit parfaitement ce qu'il voulait dire. Les documents étaient une lame, et Carter venait de les enfoncer au cœur du bouclier protecteur de Reddick. Reddick ne le regarda plus. L'officier qui avait ricané et raillé quelques minutes plus tôt gardait maintenant les yeux rivés sur la table, comme s'il craignait que le regard de Malik ne confirme la vérité qui se dévoilait. Le silence entre eux semblait plus lourd que n'importe quelle insulte, s'étendant à travers la pièce comme une ligne invisible qu'aucun homme ne pouvait franchir sans conséquence. Hayes fit un dernier signe de tête, si léger qu'il aurait pu passer inaperçu, et se rassit sur son siège. Malik s'accrocha à cette image, sachant que la suite était déjà en cours. Les murs autour de Reddick commençaient à se fissurer, mais on ignorait encore s'ils allaient s'effondrer complètement ou révéler l'ampleur de la corruption. Malik savait que ce n'était pas la fin, mais c'était le début de la fin. La suite allait soit enterrer Reddick pour de bon, soit révéler l'ampleur de la corruption. La semaine suivante, le palais de justice avait l'air d'un autre bâtiment. L'atmosphère était chargée, tendue, chaque siège de la galerie occupé bien avant le début de l'audience. Les journalistes se rassemblaient au premier rang, leurs objectifs scintillant sous la lumière crue du plafond, leurs carnets prêts à saisir chaque mot. Même les agents de sécurité semblaient plus vigilants, leurs yeux balayant la salle comme s'ils s'attendaient à ce que la gravité de ce qui allait se produire pousse quelqu'un à commettre une imprudence. Malik était assis à la table des plaignants, le dos droit, son badge bien rangé dans sa veste, à sa place. De l'autre côté de l'allée, Reddick était assis entre son avocat et un agent fédéral. L'arrogance assurée qu'il avait arborée comme une armure, remplacée par quelque chose de plus strict, de plus fragile. Les preuves fournies par Hayes avaient été vérifiées dans les moindres détails. Les documents classifiés, mais divulgables, avaient été comparés aux relevés bancaires, aux photos de surveillance et aux déclarations de témoins. Chaque pièce s'emboîtait parfaitement, ne laissant aucune place aux spéculations ou aux manipulations. Les rumeurs dans les cercles politiques s'étaient transformées en déclarations publiques, les sénateurs ayant autrefois serré la main du père de Reddick, commençant à émettre des condamnations publiques. Le commissaire, longtemps à l'abri des critiques, annonça une démission soudaine pour ce qu'il qualifia de raison de santé, mais personne dans la salle ne prit cela pour une coïncidence. Un à un, les boucliers politiques qui avaient protégé Reddick pendant des années furent arrachés. Lorsque Malik fut de nouveau appelé à la barre, il marchait d'un pas régulier, le sol poli résonnant sous ses chaussures. Cette fois, ses mains ne tremblaient pas, ni sa respiration s'accélérait. Il parlait avec une précision calme, racontant la nuit du contrôle, les rues glissantes, la poussée contre le capot, le ton moqueur qui avait accompagné chaque ordre.
Chaque détail était livré sans fioriture, la vérité plus tranchante que n'importe quelle dramatisation. L'accusation accompagnait son témoignage, projetant des photos de Reddick rencontrant des associés connus d'un gang local, montrant des transactions bancaires reliant l'argent des comptes du gang aux siens. De son siège, Reddick tenta d'interrompre le juge à plusieurs reprises, se penchant vers lui pour argumenter ou secouant la tête avec incrédulité. Mais à chaque fois, le juge s'abattait, le réduisant au silence par un avertissement mesuré mais ferme de ne pas parler hors de propos. Le visage de l'officier rougissait à chaque avertissement, le léger tressaillement de sa mâchoire trahissant la tension qu'il ressentait pour contenir sa frustration. La défense tenta de réduire les preuves, mais les bases étaient trop solides. La combinaison du témoignage clair de Malik et des preuves irréfutables présentées au jury laissait peu de place au doute. Des heures plus tard, le jury réintégra la salle. Leurs visages étaient solennels, évitant Reddick du regard tandis qu'ils prenèrent place. Le président se leva, la voix posée, lisant le verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation. Les mots semblaient flotter dans l'air, plus lourds que le silence qui suivit. Malik ne bougea pas, ne s'autorisa même pas une once de satisfaction lorsque les huissiers s'avancèrent. Ils menottèrent Reddick, qui garda les yeux baissés, les épaules voûtées, comme si le poids du jugement pesait enfin sur lui. Malik se leva lentement et récupéra son badge sur la table. Il le glissa dans sa veste d'un geste presque cérémoniel et se dirigea vers les portes du tribunal sans se retourner. Les lourdes portes en bois s'ouvrirent sur un mur de bruit, les journalistes l'appelaient, les micros pointés vers l'avant, les obturateurs des caméras cliquetant à toute vitesse. La lumière du soleil, presque aveuglante après la faible lumière du tribunal, se répandait sur les marches du palais de justice et peignait la foule d'un or chaud. Il s'arrêta un instant en haut des marches, le bourdonnement de la foule l'envahissant. Puis il fit une déclaration d'une voix calme mais couvrant aisément le bruit. « Nul n'est intouchable, souvenez-vous-en. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans l'eau, se propageant instantanément parmi la presse rassemblée. Les questions s'ensuivirent, mais Malik ne s'attarda pas à y répondre. Il descendit les marches, se frayant un chemin à travers la foule, jusqu'à ce que la foule se raréfie et que les bruits de la ville reprennent le dessus. Le soir venu, la vidéo de son discours était déjà devenue virale. Les chaînes d'information l'ont diffusée en boucle, les réseaux sociaux ont été inondés de séquences, chaque rediffusion capturant la tranquille assurance de son ton. Les commentateurs ont débattu de ses implications pour les forces de l'ordre, la responsabilité politique, l'influence exercée face à des preuves irréfutables. Mais pour les milliers de personnes qui ont partagé la vidéo, le message était plus simple. Ils voyaient la justice arriver là où elle se faisait attendre depuis longtemps, et dans les propos mesurés de Malik, ils ressentaient l'écho de ce qu'ils attendaient avec impatience. Si vous croyez qu'il faut lutter contre la corruption, quelles que soient les circonstances, partagez cette histoire, abonnez-vous pour en savoir plus et faites-le savoir au monde entier. La vérité finira toujours par éclater. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle a été créée pour dénoncer les dures réalités des préjugés raciaux, des préjugés professionnels et des abus d'autorité. Ce récit vise à sensibiliser, à susciter l'indignation et à inciter à l'action pour la justice, la responsabilité et la protection des droits de tous.